s'inspire d'un autre Tarek Ramadan, qui en France est assez critiqué pour ses positions sur le conflit israélo-palestinien, mais qui, sur la question de l'islam, du rapport à l'islam politique et tout ça, est assez intéressant. C'est quelqu'un qui considère en fait que l'islam a toujours été pensé, et s'est toujours pensé, dans un cadre dominant, c'est-à-dire des sociétés islamiques. Les jurisconsultes du Moyen-Âge et tout ça ont considéré qu'il fallait se faire l'exégèse un peu comme ça du Coran et de la littérature coranique dans un contexte de cité islamique. Lui dit il faut penser l'islam dans un contexte minoritaire, c'est-à-dire dans un contexte où l'islam est présent, mais où il n'est pas majoritaire, où il n'est pas question d'instaurer une république islamique. Et donc il faut revoir le Coran et toute la littérature prophétique à ce regard-là. Donc évidemment, c'est complètement antagoniste de ce que veulent faire les salafistes djihadistes notamment. Donc il est très critiqué là-dessus. Et on s'est procuré à Mediapart le corpus de textes en fait, qui avait été saisi chez les frères Kouachi et chez Mehdi Koulibaly en 2010, et on voit bien qu'un des premiers documents en fait, qu'ils ont chez eux, c'est un document qu'ils ont enregistré sur l'ordinateur qui s'appelle Réfutation à tarikramadan.doc. Donc, qui est une série d'explications de pourquoi est-ce que Tariq Ramadan, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi, parce que soi-disant, il s'est trop éloigné du texte, etc. Donc, Tariq Ramadan, Tariq Bobrou, ils ont beaucoup de désaccords. Tariq Ramadan, par exemple, n'est pas d'accord avec cette affirmation de Tariq Bobrou, finalement, dans l'islam, il n'y a rien qui proscrit l'homosexualité. Tariq Bobrou dit aussi que, finalement, la femme, il n'y a pas grand-chose qui la pousse à porter le voile dans le Coran et dans la littérature prophétique. C'est ce que je ne pense pas du tout, Tariq Ramadan, ils ont un gros désaccord sur ces deux questions-là, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est quand même cette idée, l'islam qui se pense minoritaire. C'est quelque chose qui est là, quelque chose qui devrait être discuté, qui n'est pas discuté ou qui est trop peu discuté, parce que quand on va à des conférences sur ces idées-là, sur ces questions-là, on est beaucoup trop dans une dynamique soit stigmatisante d'un côté, soit approximative, c'est-à-dire on ne sait pas trop toujours de qui on parle. On connaît bien l'importance de ces gens-là, on les voit à la télévision, tout ça, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils portent réellement comme démarche intellectuelle et tout ça. Donc merci d'avoir posé cette question, parce que je crois qu'en fait, les frères musulmans, comment vous dire, on en parle aujourd'hui parce que c'est un courant important, structurant dans l'islam politique, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'islam politique? Est-ce que l'islam politique existe? Est-ce que l'islamisme existe? Moi, l'islam politique, par exemple, je ne suis pas du tout sûr que ça existe, c'est-à-dire je n'ai pas identifié clairement un parti, une série de partis, une communauté de partis qui étaient capables de sortir une politique économique, sociale, culturelle, qui serait née de leur obédience islamique ou de leur parti à référence islamique. Voilà, ça n'existe pas. Ce qui est fait de manière économique par la plupart des partis qui sont plus ou moins proches de l'islam politique, c'est une politique libérale classique. Le pire étant l'AKP, je dis pire parce qu'elle pose vraiment problème du point de vue de l'environnement et de beaucoup de questions. La politique économique d'Erdogan en Turquie est à la fois intéressante dans ses premières années, parce qu'elle pousse un peu comme ça des classes appauvries à accéder à pas mal de richesses du pays, mais en même temps, si vous regardez une carte d'Istanbul, je sais pas parce que j'avais fait un papier là-dessus, donc c'est pour ça c'est un peu ma marotte, mais si vous regardez une carte d'Istanbul, sur les 10 dernières années, écologiquement, c'est un désastre absolu. Donc voilà, donc c'est des politiques comme ça économiques qui sont assez libérales, assez classiques et qui ne sont pas du tout, innovantes. Du point de vue culturel, bon, c'est pareil, il n'y a rien de notable. C'est pas non plus des organisations qui systématiquement ont choisi de remettre en question les acquis
de la femme, par exemple, en Tunisie, c'est pas du tout le cas. À aucun moment, Enarda, en tant qu'organisation politique, je dis pas qu'il n'y a pas des voix au sein d'Enarda, mais en tant qu'organisation politique, à chaque fois qu'ils ont dû voter sur les questions de réinscrire la charia dans la Constitution ou pas, sur des questions de ce type-là, la question de remettre en cause le code du statut personnel voté par Bourguiba et qui est une avancée pour la femme en Tunisie dans les années 60, c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire non, pas de charia dans la Constitution, non, pas de remise en cause du code du statut personnel. Quand ils ont voté la parité, ça n'a posé dans la Constitution, ça n'a posé de problème à personne enfin à quelques députés du bloc, mais une infime minorité. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Al-Islah au Yémen, qui est dans un pays, le Yémen, où une bonne partie des gens pratiquent la polygamie, où la question de l'âge du mariage se pose. Enfin, vous voyez, c'est complètement différent. Donc, est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qu'on pourrait décrire comme l'islam politique? Je ne suis même pas sûr. Donc voilà, en parlant des frères musulmans, de leur rapport au pouvoir, c'est aussi essayer de parler de tout ça.